Merci beaucoup pour m'avoir proposé d'intervenir dans ce colloque. Je voudrais m'associer aux paroles qui ont été prononcées en solidarité avec l'Ukraine et aussi remercier Monsieur Étienne Gis pour la clarté de son explication, parce que cet univers est extrêmement compliqué et pose probablement plus de questions que nous ne pouvons aujourd'hui apporter de réponses. Et comprendre déjà comment il fonctionne du point de vue technologique, c'est déjà formidable. Alors, nous vivons un paradoxe avec ce marché, hein, c'est-à-dire que les NFT sont à la fois des titres de propriété, ce sont des outils d'authentification des œuvres, de suivi des ventes, éventuellement ils pourraient aider à appliquer le droit de suite, et en même temps, ce sont manifestement des moyens de spéculation, d'anonymisation des acheteurs, qui sont sous pseudonyme, via des paiements en crypto-monnaie, lesquels posent, elles aussi, beaucoup de questions économiques et juridiques. Alors, c'est un objet qui est très mal identifié, que ce marché, très mal connu, mais une économie en pleine expansion. Je n'ai mis que très peu de chiffres. En 2021, il a été évalué à un peu plus de 44 milliards de dollars, avec une croissance très forte qui touche à la fois la somme totale des transactions, mais aussi le niveau de la transaction moyenne. Et sur le marché des enchères au niveau mondial, selon Artprice, il a représenté l'an passé un peu moins donc, de 300 ventes NFT, NFT vendues aux enchères publiques, pardon, pour 228 millions de dollars, c'est-à-dire un petit morceau du marché mondial de l'art aux enchères, pour l'instant, mais en pleine expansion. Alors, c'est un marché qui est fait de neuf et de moins neuf, on le voit comme un marché très neuf, mais en réalité, quand on regarde les choses plus de près, on retrouve beaucoup d'éléments qui sont des éléments constitutifs, finalement, de tous les marchés, c'est-à-dire qu'à la fois, bon, bien sûr, du côté de la disruption, tout ce qui a été décrit, on n'achète pas une œuvre et c'est extrêmement troublant, je vous ai mis une citation d'un des directeurs de Sotheby's assez intéressante, désignant ce marché comme apportant une des innovations les plus influentes et les plus frappantes des 10 dernières années. Et du côté des continuités, on va retrouver beaucoup d'éléments qu'on retrouve sur les marchés de l'art et sur les marchés en général, c'est-à-dire des marchés polarisés. Et par exemple, les transactions inférieures à 10 000 dollars représentent plus de 80% des opérations, mais seulement 11% des montants échangés. Et puis à l'inverse, vous avez des phénomènes de star system, de vente star, etc. C'est un marché avec ses délits d'initiés. J'en donne un exemple ici, je ne vais pas m'y attarder, mais il y en a beaucoup d'autres. Et sur lequel on est frappé par le fait qu'il brouille les frontières de l'art. Par exemple, les CryptoPunks, qui se sont vendus extrêmement cher, ont été générés par des combinaisons aléatoires. Est-ce que c'est des œuvres, est-ce que ça n'est pas ça n'est pas à moi d'y répondre, mais en tous les cas, ça pose évidemment question. Alors, non, c'est pas le bon. Voilà, je vais y arriver. Pour passer au suivant. Ah voilà. Bon, alors voilà. Je vais sauter le plan de la présentation. On va gagner un petit peu de temps. Ce qui frappe, c'est l'extension du domaine des NFT. C'est extrêmement frappant. Alors, c'est un marché qui rappelle, et je voudrais insister là-dessus, le fait que l'art et la culture sont souvent des laboratoires de ce qui se passe dans la société et dans l'économie. Et là, je l'ai dit, la partie art n'est pas la partie la plus importante de ce marché des NFT, mais en revanche, elle est celle qui permet de poser toutes les grandes questions et d'observer le développement de ce marché qui est assez fascinant. Alors cette extension quasi sans limite, enfin c'est en même temps un marché qui vient de naître, hein, cette extension quasi sans limite, on la voit par exemple sur la plateforme OpenSea, si vous y allez, qui est une des plateformes les plus importantes de transactions de NFT. Elle propose 10 entrées, New Art, Collectible, Domain Name, musique, photographie, sport, trading cards, utility et virtual worlds. Vous voyez, ça ratisse très large, comme on dit. Et c'est vraiment...
j'ai écrit un grand bazar, mais c'est vrai qu'on trouve de tout. Le premier tweet de Jack Dorsey, le créateur de Twitter, qui s'est vendu pour 2,9 millions de dollars. Le premier SMS de l'histoire, beaucoup plus petit bras, 107 000 €. Et voilà, et il y a beaucoup d'autres exemples. Dans la mode et le luxe, on va trouver beaucoup de choses aussi. À la fois le meilleur et le pire, c'est ce qui a été dit par Henri Paul tout à l'heure. C'est la parabole du pharmacone, qui en grec veut dire à la fois remède et poison, qui avait été reprise par Bernard Stiegler pour désigner les marchés du numérique. Et bien voilà, remède, le NFT peut être un moyen de lutter contre la contrefaçon en émettant des NFT pour chaque pièce créée, mais à l'inverse, on voit beaucoup de contrefaçons. C'est par exemple Nike qui a racheté Artifact, qui est une société qui conçoit des sneakers et du prêt-à-porter virtuel. Et il y a eu une vente en février 2021. Ce qui est extraordinaire, c'est que 600 paires de sneakers se sont vendues pour quelque chose de l'ordre de 3 millions de dollars. Et en plus, on a cette inversion qui va du virtuel vers le réel. On a offert gentiment la possibilité d'avoir les vrais sneakers en plus. Et on a la même chose avec une collection Dolce et Gabbana qui s'est vendue récemment. Extension encore dans le champ du sport. Les fans de la NBA, par exemple, qui se sont échangés des NFT de clips vidéo de basket, ou encore un élément qui me semble peut-être avoir pas mal d'avenir aussi, c'est du côté du financement du cinéma, des séries. Par exemple, on voit des séries d'animation se financer ainsi, ou Scorsese, grand cinéaste, faire appel à des NFT, ou Lelouch chez nous en France. Et puis aussi, on a eu des campagnes électorales. Ça commence aux États-Unis, une campagne électorale de Blake Masters en Arizona, qui avec l'air de Peter Thiel, qui a créé PayPal, qui a été financée via la vente de NFT, et de même Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a utilisé des NFT avec l'aide d'un artiste pour financer sa défense. Et les médias, du coup, s'y mettent, bien entendu, et on voit par exemple CNN qui vend des NFT d'extraits de vidéos sur des événements particulièrement marquants, via comme CBS, mais aussi la Fox qui est très investie là-dedans et qui propose des NFT d'événements sportifs. Et puis The Economist a mis aux enchères une image de sa une pour financer des actions philanthropiques, mais on voit bien que bon, ça peut être pour financer des actions philanthropiques, mais la tentation d'utiliser les NFT comme moyen de financement, avec tous les risques que ça comporte, est très grande. Alors, vertige et limite de l'immatériel, être propriétaire, mais de quoi? Et vous l'avez dit, c'est un marché tout à fait surprenant, d'une propriété virtuelle, un smart contract, d'éventuels services complémentaires. Du coup, on associe des services réels, en quelque sorte, au virtuel pour donner un peu plus de corps à cet achat. C'est une économie qu'on pourrait qualifier du signal, avec des communautés virtuelles. Je donne l'exemple d'un animateur de télévision américain très connu qui a mis sur Twitter, à la place de sa photo, l'image d'un singe. On pourrait trouver mieux, mais vous savez, ces fameux petits singes pixelisés qui se sont vendus à des millions de dollars, et le signal est clair, hein, c'est je suis célèbre et riche. Et même chose, si vous voulez, avec les sacs. On a les mêmes phénomènes finalement qu'on trouve dans l'industrie du luxe, dans le monde physique, mais comme décuplés et rendus un peu fous, enfin, dans ce monde virtuel. Voilà. Alors, ça draine de nouveaux acheteurs, c'est incontestable. Et on voit à la fois de jeunes collectionneurs geeks très riches venus de la nouvelle économie, d'autres moins riches qui s'intéressent finalement à ce drôle de marché, et des collectionneurs plus traditionnels qui commencent à regarder de près. Selon Sotheby's, en un an, il y aurait eu pour les NFT, 78% sont des primo-acheteurs, sont de nouveaux acheteurs. Et ce sont des acheteurs preneurs de risques, bien entendu. Hein. Dans 28,5% seulement des cas, la vente serait profitable, ou en tout cas, on n'y perdrait pas. Alors comprendre ce marché, c'est évidemment se référer à la question de la rareté. Les NFT recréent de l'unicité de la rareté dans un univers de multiples à l'infini, comme ça a été dit. Et je me rappelle les écrits absolument passionnants de Michel Melot, ancien directeur du département des estampes de la Bibliothèque nationale, sur l'émergence d'un marché des multiples. Et il écrivait: le multiple n'est ni une copie, ni un exemplaire interchangeable avec un autre,
autre. La catégorie de multiples est donc un hybride entre la reproduction et l'œuvre originale unique. Et je crois que cette citation, on pourrait tout à fait l'utiliser aujourd'hui pour ce phénomène dont nous parlons aujourd'hui. Et chez Sotheby's, il y a eu en enchère, dans le cadre d'une vente entièrement dédiée au NFT, une œuvre de Rhea Myers, qui est une artiste américaine, et qui a dit « Il n'y a rien de plus rare que quelque chose qui n'existe pas réellement ». Bon, un marché, ça ne suffit pas, l'unicité ne suffit pas. Pour constituer un marché, il faut aussi des instances de légitimation, et on les voit arriver du côté des foires, qui, vous avez pu peut-être tous voir que, notamment, mais pas seulement, la foire de Miami a ouvert un espace de présentation d'œuvres d'art numérique certifié par un NFT. Vous avez les musées, et ça c'est assez fascinant, le musée de l'Ermitage, la Galerie des Offices, le Belvédère à Vienne, qui se sont mis donc à investir en quelque sorte ce marché et à commercialiser des reproductions d'œuvres qu'ils possédaient. Le British Museum est un peu à la tête de ce mouvement, si je puis dire, avec une start-up française d'ailleurs, la collection. Et il commercialise des NFT, il l'a fait pour un graveur japonais, il l'a fait aussi pour Turner. Voilà donc quelques éléments. Alors, question. Tout ça m'a fait penser à cette phrase qu'avait prononcée dans un discours très célèbre Alan Greenspan en 1996. Nous sommes devant des exubérances irrationnelles. Je dois dire que les exubérances irrationnelles se sont prolongées, et nous sommes 21 années après, et il y a encore sur les marchés financiers des exubérances irrationnelles. Mais c'est le mot qui me vient, et face à cet engouement spéculatif, et pas que, mais en tous les cas très spéculatif mondial, avec des hausses des cours, avec des envolées des ventes, avec un élargissement de la base des utilisateurs depuis 2020. Et c'est Nouriel Roubini, peut-être avez-vous déjà vu son nom, même si vous n'êtes pas économiste, qui est un des seuls et très rares économistes qui s'est exprimé avant 2008 pour prévoir la crise des subprimes, et qui dit les NFT, c'est comme les tulipes hollandaises, vous savez, cette espèce de bulle spéculative complètement folle qu'il y a eu sur les tulipes hollandaises. Il fallait en gros 10 jours de salaire d'un artisan pour acheter une bulbe, et puis tout cela évidemment s'est effondré, la bulle a éclaté. Voilà. Dans le New York Times, on lisait aussi que c'est la version numérique de la pyramide de Ponzi. Enfin, je pourrais multiplier les citations. Mais vous voyez là, sur la droite, un schéma que j'ai emprunté au journal Les Échos, et on voit très très bien cette montée de ce marché qui vient d'émerger, avec des pics qui correspondent à certaines grandes ventes. Hein. Ce sont des grandes ventes comme celle des CryptoPunks. Ça doit être le premier pic et le deuxième pic, je ne sais plus. Enfin bon, voilà, vous avez des pics comme ça. Sur la droite, l'échelle de droite en noir correspond pardon, l'échelle de gauche correspond aux milliards de dollars, donc le total que représentent ces ventes. Et là, sur la droite, vous avez les ventes moyennes en dollars. Alors, ça amène à se dire que quand on a de telles exubérances irrationnelles, il est peut-être bon de réguler. Alors, il y a une tension très nette hein, dans le monde des NFT entre une culture libertaire qui émane du monde du numérique depuis fort longtemps. J'ai été membre de l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécoms, et on voyait tout à fait ça, cette culture libertaire qui est très très forte, et en même temps qui est pour une autorégulation, et puis le besoin d'une régulation peut-être plus forte, et ça a été dit par Henri Paul, pour protéger les acteurs du marché. D'autant plus que le recours quasi généralisé aux crypto-monnaies pose lui aussi beaucoup de questions, bien entendu, des questions de transparence du marché, et très peu de plateformes pour l'instant, j'en ai repéré une, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, qui propose de payer en autre chose qu'en crypto-monnaie. Alors, il y a de nombreux épisodes qui montrent les aspects délictueux de certaines pratiques, qui montrent la vulnérabilité des acheteurs et des vendeurs. J'ai mis quelques illustrations. Vous avez par exemple le galeriste Todd Kramer qui s'est fait voler 15 NFT qu'il avait payé très très cher. Il envoie un tweet pour raconter ça. Tout le monde se moque de lui. Mais d'un autre côté, après, le tweet est vendu en NFT. Vous voyez, donc ce monde, voilà,
Je ne commenterai pas cette histoire, mais enfin, c'est très frappant. Et les NFT volés commençaient à être revendus sur la plateforme OpenSea, qui a mis un terme à ces reventes. Vous avez le cas de Nike, qui a porté plainte contre StockX pour commercialisation sans autorisation de NFT représentant des baskets de sa marque. Et un des directeurs de NFT disait, bon ben voilà, les NFT sont un terrain de jeu pour la contrefaçon. Bon, la contrefaçon n'a pas attendu les NFT pour exister, hein. Mais disons que c'est un des éléments en plus qui appelle à sans doute une régulation du côté de la propriété intellectuelle. Et Hermès, de même, a lancé une action pour violation de sa marque contre un artiste américain qui s'inspirait des sacs Birkin. Voilà donc quelques exemples qui ne sont pas simplement des anecdotes, hein, qui disent quelque chose d'un marché qui est naissant, qui est un marché qui à la fois, comme je le disais, remet des poisons, qui a l'intérêt d'ouvrir dans le fond un autre espace pour les marchés, notamment de l'art, mais qui est un marché qui pose vraiment beaucoup de questions. Alors en conclusion, je voudrais insister juste sur 3 enjeux très rapidement. Le premier pour le monde de l'art, sans doute fidéliser toute cette galaxie de nouveaux jeunes et moins jeunes acheteurs, nouveaux collectionneurs, et peut-être les faire venir aussi du côté d'un marché de l'art plus traditionnel lorsqu'ils s'y intéressent. Deuxième point, je pense qu'il faut prendre le train de l'innovation. Il faut le prendre. On en pense ce qu'on veut, mais il faut le prendre. Je pense que c'est très important. Les NFT participent sans doute de mouvements de plateformisation de l'économie de la culture, de désintermédiation, mais on ne saurait y échapper. Je crois qu'il n'y a pas d'argument rationnel pour expliquer que les commissaires-priseurs puissent être jugés, en tous les cas économiques, pas d'argument économique, puissent adjuger des biens incorporels lors de ventes judiciaires et pas dans les ventes volontaires. J'ajouterais que les NFT sont une brique très importante pour le métaverse, qui est la manière pour Facebook de retomber sur ses pieds après un moment peut-être un peu difficile. Et ils y mettent beaucoup d'argent, enfin, ça s'appelle Meta maintenant, Facebook. Et les utilisateurs de Facebook et Instagram pourront bientôt créer et vendre des NFT sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense qu'il ne faut pas laisser ce marché aux GAFAM, comme on a l'habitude de faire en Europe souvent, et donc vraiment le regarder de près, s'y investir, s'y intéresser. Et enfin, dernier point, comprendre et réguler. Alors, je finirai juste sur le risque de ce qu'on appelle, nous économistes, la lémonisation des marchés. C'est une expression employée par Akerlof, prix Nobel d'économie, à propos du marché des automobiles d'occasion. Il disait, il y a 2 types. Si vous prenez ce marché-là, c'est un marché avec des asymétries d'information. C'est-à-dire la personne qui vend son automobile, elle sait ce qu'elle vaut, l'autre non. Et s'il n'est pas régulé, le grand risque, c'est que vous aurez des voitures de mauvaise qualité vendues comme étant de bonne qualité. Du coup, toutes les voitures doivent être moins chères, elles doivent inclure une prime de risque pour les acheteurs. Et le résultat, c'est que les voitures de bonne qualité ne vont plus se vendre parce qu'elles seront vendues pas assez chères. Et du coup, ce marché risque de disparaître ou d'être uniquement un marché d'œuvres de mauvaise qualité. Voilà, et donc je crois que c'est un argument de plus pour appeler à une régulation. Je vous remercie.